Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau club Le Figaro Culture consacré cette semaine à la bande dessinée, ou plutôt aux arts graphiques, puisque les deux invités exceptionnels qui sont sur le plateau ce soir sont plus que des dessinateurs, ce sont de véritables artistes. Le premier, Enki Bilal, nous enchante avec ses albums depuis les années 80, ces albums où il décrit des sociétés dans un futur plus ou moins proche, plus ou moins lointain, mais qui ressemblent étrangement à nos sociétés, à leurs travers, à leurs défauts. Il y a une douzaine d'années, il avait publié un album qui s'appelait Julia et Rome, qui était inspiré de Roméo et Juliette de Shakespeare, bien entendu, qui se passait dans un futur proche, une terre un petit peu très secouée, très chaotique par un dérèglement climatique. Et bien cet automne, il revient avec un nouveau livre pour expliquer l'origine de cet album, les coulisses, l'origine de sa démarche de cet album qui sort aux éditions Marie Barbier. Sur notre plateau, un autre illustrateur que le monde entier nous envie et parfois s'arrache, Floch, qui, avec son vieux complice Jean-Luc Fromental et José-Louis Bocquet, a repris le flambeau des aventures de Blake et Mortimer. Lui aussi se confronte d'une certaine manière à un autre géant, Edgar P. Jacobs. Ce sera l'occasion de leur demander à tous les deux comment ils se sont affranchis ou non de ces ombres, de ces deux grands maîtres, et puis comment ces albums s'inscrivent dans leurs œuvres respectives. Ça fait partie des questions que nous allons leur poser dans ce club Le Figaro Culture qui commence tout de suite après le générique. Bonsoir Joseph Gaune, vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Madame Figaro. Vous êtes plutôt porté sur la musique, mais aussi sur la bande dessinée et sur les arts graphiques. Vous avez d'ailleurs publié un livre qui est une petite bible, roman graphique, sans une proposition de lecture. C'était aux éditions Le Mot et le Reste. Bonsoir Enki Bilal. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de vous présenter, puisque cela fait maintenant près d'une quarantaine d'années que vous êtes considéré par des lecteurs du Figaro, par les spectateurs ici présents dans l'auditorium Jean d'Ormesson, mais aussi par les Français comme presque une idole, puisque vous avez publié depuis Partie de chasse des albums qui sont considérés comme des albums cultes, aussi bien votre trilogie Nicopole que votre trilogie Bug, que la tétralogie du monstre, bien entendu, et la tétralogie Coup de sang. Et Coup de sang, justement, dans cette trilogie, le deuxième épisode était une adaptation, une revisitation, d'une certaine manière, du mythe shakespearien, en tout cas de la pièce shakespearienne Roméo et Juliette. Et cette année, vous avez choisi de revenir et d'expliquer vraiment les coulisses. Pourquoi cette démarche? Pourquoi vous êtes confronté à ce géant? C'est un album qui paraît magnifique, qui paraît aux éditions Marie Barbier. Vous allez nous en parler longuement tout de suite, et je vous remercie beaucoup, puisque l'album ne sort que dans une dizaine de jours, donc c'est une avant-première, Farla Lepo, comme on dit dans votre ville Belgrade. De naissance. Belgrade. Je rappelle que vous êtes bien sûr aussi cinéaste, réalisateur de cinéma, peintre, décorateur et scénariste. Bonsoir Floch, merci infiniment d'être là aussi. Vous êtes aussi un artiste complet parce que bien sûr vous avez publié des albums dits de bande dessinée, notamment avec François Rivière, la trilogie anglaise par exemple, ou la trilogie du Blitz, mais vous êtes aussi quelqu'un qui réalise des affiches de films absolument extraordinaires pour les plus grands cinéastes comme Alain Resnais, comme Woody Allen. Cette année, il m'a semblé que Nanni Moretti, son dernier film, c'était une affiche de Floch. Donc, encore une fois, bravo. Vous avez aussi, évidemment, illustré des dizaines et dizaines de couvertures de tous les plus grands magazines du monde, y compris peut-être le plus prestigieux, le New Yorker. Peu de Français peuvent se targuer de faire des couvertures ainsi. On retrouve toujours dans votre trait un peu plus apaisé que celui d'Enki Bilal, votre trait caractéristique. Et cet automne, donc, vous attaquez tout simplement à Blake et Mortimer dans cet album L'Art de la Guerre, qui est publié aux éditions Blake et Mortimer cette semaine, toujours avec cet esprit pop assumé, cette économie aussi de style, pas de style, mais pardon, cette économie dans les décors, au point que Olivier Delcroix, qui est le monsieur bande dessinée du Figaro, que nous saluons, qui n'a pas pu être là ce soir, considère que finalement, dans cet album, L'Art de la Guerre, vous êtes allé jusqu'à rechercher la quintessence de l'esprit de Edgar Jacobs, dans cette élégance, dans ce style, dans cette économie des décors. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là? Je ne sais pas si j'ai recherché la quintessence de Jacobs, parce que ça serait déplacé de le penser, mais je dirais simplement que j'ai essayé d'éviter de faire une pâle copie pour faire un pas de côté.
il est tellement immense de toute façon qu'on ne peut pas se mettre dans ses vêtements, ça serait presque grotesque. Et donc, sachant en plus, moi, que je ne voulais absolument pas être dans la série de façon permanente, je fais une chose et j'en ferai pas un deuxième. Et donc, je me suis amusé à faire mon idée de tout ça. C'est-à-dire, peut-être un peu calmer les choses, parce que, en fait, j'ai pris de Jacobs ce que j'aimais moi. Et moi, contrairement à Enki, je ne fais pas dans la science-fiction, je ne fais pas dans le... J'ai besoin d'intimisme, moi. Je fais des livres souvent très réalisme, peut-être, qui tiennent, qui parlent de sentiments, mais qui ne sont en aucun cas des blockbusters, vous voyez. Et donc, j'ai essayé au maximum d'éviter ça et de simplifier la donne. En même temps, c'était à la fois curieux de vous voir vous intéresser à Jacobs, justement parce qu'il a fait de la science-fiction, le dérèglement climatique, SOS Météor, justement, qui rejoint un petit peu ce que fait Enki Bilal, et beaucoup d'aventures, alors que vous êtes moins dans l'aventure. Et en même temps, quand on vous lit, c'est une telle évidence. Vous êtes tellement dans l'esprit Jacobs. Mais parce que je pense que le génie de Jacobs et de Hergé, justement, c'est qu'au milieu de l'aventure, ils ont créé de l'intimisme. Vous voyez, le Capitaine Haddock, Tintin, tout ça, c'est finalement, on peut le lire dans cette lumière-là. Et chez Jacobs, bien sûr, ce qui m'intéresse, c'est la dualité anglais-écossais et les caractères très différents. Hein. On sait que les Écossais sont celtes, les Anglais plutôt saxons, et c'est ça. Les deux seraient anglais, il ne se passerait rien, à mon avis, vous voyez. Donc c'est plutôt dans ce fétichisme-là que moi je m'inscris. Mais en aucun cas dans les avions ou les grandes inventions, les complots géopolitiques ou bien les inventions scientifiques. En même temps, le décor, il faut le rappeler peut-être, Joseph, l'histoire de l'art de la guerre, c'est une conférence pour la paix qui a lieu à New York, au siège des Nations Unies, dans les années, fin des années 40, début des années 50, donc comme les vieux Blake et Mortimer. Oui. Conférence à laquelle Francis Blake doit tenir un discours qui ne tiendra jamais. On a l'impression... qu'en déplaçant les personnages, en les emmenant vers New York, vous êtes aussi entièrement débarrassé des obsessions de Jacobs que vous aviez, qui étaient apparentes peut-être dans le Rendez-vous de Sevenoaks, votre premier album. Moi, mon premier souvenir de Sevenoaks, c'est « Ah tiens, voilà une version moderne, contemporaine de Jacobs ». J'ai l'impression que vous êtes débarrassé de tout ça pour aller vers ce qui vous constitue, vous, et que ce déplacement vers New York vous permet peut-être de mettre en avant vos sentiments. Oui, disons que j'ai essayé d'être entre moi et Jacobs. C'est-à-dire, il y a un mot de Barbé d'Aurevilly qui dit « Le dandy se joue de la règle, mais la respecte encore ». C'est ça que j'ai essayé de faire. Oui, ce que vous disiez, le pas de côté, tout en voilà, dans exactement. Je choisis New York, d'abord pour... ça, je ne l'ai même pas fait consciemment, mais après, je me suis rendu compte que c'était pour en finir avec la Grande-Bretagne, en fait. Oui. Mais j'ai choisi aussi New York, parce que, comme le Blitz et Londres, c'est un huis clos. Et à partir de ce moment-là, c'est du théâtre. Voilà, alors c'est un huis clos qui est assez large. Oui, qui va jusqu'au Massachusetts, au Vermont. Exactement. Mais je veux dire, le fait que ça soit un huis clos, déjà me rassure, moi, énormément. Est-ce que vous avez posé la question de la continuité par rapport aux autres albums? Ou est-ce que vous êtes entièrement... Non, en aucun cas. Vraiment, ça... ceux de Jacobs, quand même, un petit peu. Oui. Non, on le place très précisément après la marque jaune. Voilà. Mais le reste, non, je ne m'occupe pas de ça du tout. Vous êtes quand même amusé à essayer de glisser des références, des clins d'œil, aussi bien dans le dessin que dans les... Alors, les expressions, forcément, il y a des codes obligatoires, mais... Enfin, j'ai essayé surtout d'enlever... J'ai essayé d'enlever tout ce que je n'aimais pas chez Jacobs. Alors, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez Jacobs? Eh bien, je n'aimais pas comment dire? Pour moi, par exemple, le fait de Less is more, c'est pas que le dessin. C'est le texte aussi. J'ai essayé de garder l'esprit, mais j'ai enlevé. On s'est très bien entendu avec Fromental et Bocquet, mais je passais mon temps à couper.
parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de textes longs comme ça. Justement, à ce propos, je vous propose d'écouter ce que disent certains scénaristes et dessinateurs qui ont précédé, qui étaient interviewés dans un documentaire que nous diffusons sur Figaro TV, qui est sorti il y a 2 ans pour les 75 ans de Blake et Mortimer, et qui s'exprime justement sur ces longs passages qui sont un petit peu la marque de Jacobs. Alors les codes, en partie, sont liés aussi à l'origine dans le journal Tintin. Chaque auteur, à part Hergé, avait droit à une seule page, que ce soit Jacobs, puis après lui, Jacques Martin, Jean Graton, Tibet, etc. Et donc les bandes dessinées de cette époque-là sont caractérisées par une certaine densité, parce que chaque auteur, et Jacobs en particulier, voulait en offrir un maximum chaque semaine à ses lecteurs. Et donc il y a une énorme densité, tant sur le plan du nombre de cases, de détails dans la case, je parle ici niveau graphique, et de détails dans ce qui est dit dans les dialogues, parce qu'il fallait donner de l'info, poser des questions, il fallait absolument que le lecteur, avec cette planche, ait de quoi rêver pendant une semaine jusqu'à ce qu'arrive la suivante. Même les textes très longs, quand on rentre dedans, ont une valeur littéraire et ne sont pas du tout ennuyeux ni redondants avec ce qu'on voit dans l'image. Donc il y a une leçon d'écriture chez Jacobs qui est très belle. Un Blake et Mortimer, ça doit être le double de temps qu'un album, avec évidemment ces textes qui prolongent. Il n'y a rien à faire. On a double plaisir, mine de rien, qui est très critiqué maintenant. Ces textes ont l'air un peu surannés, on trouve que c'est une redite. En réalité, c'est une machine à prolonger le plaisir. Voilà, aussi bien Squeaton que Sand, que Fromental, mais vous, moi, je ne partage pas du tout ce point de vue-là. Non, je pense simplement que Jacobs faisait ça parce qu'il était grave, et ils étaient graves à juste titre, puisqu'ils sortaient de la guerre. D'ailleurs, mon cher Enki, parce que lui, il est né en Yougoslavie, c'est ça qui rend aussi son œuvre plus grave. Alors que moi, je suis un enfant d'une époque des années 60, insouciante, vous voyez, et qui en plus, Joseph le sait bien, en grandissant, est venu se greffer des idées de contre-culture et tout ça, donc, et de deuxième degré, donc forcément on n'a pas du tout la même approche. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire Jacobs, on est obligé de le faire avec plus c'est peut-être pas d'humour, mais de recul. De légèreté. De légèreté, exactement. La bande dessinée peut pas trop se prendre non plus au sérieux, vous voyez. Mais ce que vivait Jacobs, et même Hergé, d'une certaine façon, c'était des années quand même terribles. Surtout que Jacobs a travaillé avec Hergé justement en 44-45 dans ses albums, à ce moment-là. Moi, j'ai l'impression qu'on retrouve dans ce Blake et Mortimer davantage de vos livres les plus récents, c'est-à-dire vos livres qui sont considérés comme des livres pour enfants, des livres un peu jeunesse, ces livres qui s'appellent La Belle Vie, Une chaîne de vie, etc., qui sont un peu des livres qui ont l'air légers, mais qui sont quand même des livres assez, assez philosophiques finalement, avec une vision très, très, très acérée de ce que c'est qu'une vie. Je retrouve un peu ça, j'ai l'impression, avec peu de mots. Oui, alors, une vie exemplaire, par exemple, c'était un peu de la pédagogie. Bon, il n'y a pas plus mal placé que moi pour être pédagogue. Le second, c'était de la philosophie, mais il n'y a pas plus mal placé que moi pour être philosophe. Donc, Non, je pense que peut-être qu'on peut y trouver en effet une certaine légèreté. Moi, je ne voulais pas, j'annulais tout ce qu'on me donnait qui était lourd. J'avais précisé, je ne veux pas de mort, je ne veux pas de grandes affaires. J'ai essayé, comme une illusion, de faire croire qu'il y avait plein de choses, plein de gens et tout ça, alors qu'en fait, il y en a très très peu. Et moi, j'aime l'illusion. On pourrait, forcément, les gardiens du temple vont dire ah, mais oui, mais il n'y a pas assez de détails et il faudrait plus de précision graphique, vous voyez. Et moi, au contraire, c'est exactement ce que je suis. L'avion qu'on voit au début, c'est vraiment l'avion de l'époque, le Super Constellation, mais je ne mets pas des BOAC dessus, parce que si vous commencez là-dedans, après, c'est un catalogue des arts ménagers, vous voyez. Et moi, je suis amoureux d'un cinéma, par exemple, très ancien, qui avait des vertus poétiques, parce que, justement, il ne s'embêtait pas avec des détails, techniques comme ça. Et je pense qu'on gagne, en faisant cela, on gagne
de l'intemporalité, de l'universalité et encore une fois, certainement un peu de poésie. On a aussi l'impression que ce qui vous intéresse, c'est le trio, beaucoup plus que le duo. Un peu comme dans votre livre Jamais 203, qui était une histoire d'amour à trois. Oui. Et là, on a l'impression que c'est vraiment cette relation à trois avec... C'est exactement ça, Joseph, parce que j'ai dit à Fromental, on va faire une histoire, et puisque c'était avec lui que j'avais fait Jamais 203, donc deux hommes qui aiment la même femme, je lui ai dit, c'est exactement pareil, sauf que la femme, elle est remplacée par Ulrich. C'est une histoire d'amitié. C'est-à-dire, la phrase la plus importante dans le bouquin, c'est Ulrich qui leur dit... Mais donc, sans Ulrich, Blake et Mortimer, ils ne servent à rien. Voilà, c'était un peu la démonstration que je voulais donner. C'est la case centrale du livre, c'est vraiment... Et d'un coup, on comprend que vous êtes à la fois dans la poursuite de Jacobs, mais aussi dans son commentaire. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes quasiment dans la psychanalyse enfin, j'exagère un peu, vous n'êtes pas psychanalyste, mais en tout cas, il y a cette... Il y a ça. Oui, mais la psychanalyse, elle est vraiment choisie, puisque on l'a mise dedans. Et vous voyez, ça, c'est exactement pareil aussi. On essayait de trouver des points de vue qui peuvent être quand même jacobsiens et qui pourtant ne sont pas grandiloquents. Et pour ça, je cite l'amnésie, la psychanalyse, et puis et la belle affaire Sun Tzu. Oui, l'art de la guerre qui donne la guerre de la guerre. Et voilà. Et donc, on comprend bien qu'on peut faire du Jacobs, mais moi, je ne peux pas jouer le jeu de la grandiloquence. Voilà, ça ne me va pas, tout simplement. Quand vous parlez d'amnésie, c'est quelque chose qui m'a frappé aussi en lisant le livre. D'ailleurs, on a l'impression que vous oubliez. Enfin, vous oubliez Jacobs. On oublie Jacobs. Quand on vous lit, on dit oui, tiens, il y a beaucoup de choses qu'on peut oublier finalement de Jacobs pour garder une seule essence. Et j'ai une question qui vaut pour les deux, qui est comment est-ce qu'on passe du temps avec de tels auteurs, avec des auteurs aussi importants, et quand on travaille sur leur matière finalement, qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment est-ce qu'on passe ce temps-là? Comment est-ce qu'on passe du temps avec Jacobs? Comment est-ce qu'on passe du temps avec Shakespeare? Je pense qu'on passe plus de temps avec Shakespeare qu'avec Jacobs. Mais... Moi, je trouve intéressant, c'est la phase de la genèse à trois, de s'affronter effectivement à Jacobs. J'aurais aimé assister aux premières, je sais pas, les premières décharges, les premiers fleurets mouchetés entre vous trois, parce que je connais les deux scénaristes, Fromental et Bocquet, ce sont de fortes personnalités. Floch en est une également. Donc je pense que là, ça s'est joué, puisque c'est là peut-être que tu as imposé aussi. Parce que j'ai l'impression que tu as imposé un peu de la vision. C'est toujours pareil, l'histoire du metteur en scène, que ce soit sur un livre, un album, de bande dessinée ou dans un film, il y a toujours cette vision-là qui va, à un moment donné, prendre le relais et, en principe, chercher à imposer quelque chose. C'est affreux de dire ça, mais je le fais dans tous mes livres. Oui. Je suis... je vous raconte ça pour vous faire rigoler. Pierre Brasseur, le grand Pierre Brasseur, et Marcel Dalliot étaient très amis, et ils avaient écrit un livre ensemble. Et la première interview qu'ils ont eue, qui les a fâchés pour 15 ans, le journaliste dit qui a écrit, et Marcel Dalliot, il dit c'est lui parce que c'est moi qui dicte. Alors je ne dis pas que c'est ça, mais je dis simplement qu'en effet, j'ai vraiment... je suis le metteur en scène qui a le final cut. Ça, c'est... Je ne sais pas faire autrement. Et après, donc j'ai mis en place exactement ce que je voulais. Vous voyez, moi, dans mes histoires, j'ai ce qu'on appelle une mise en abîme, toujours. Et pourquoi j'ai toujours aimé les mises en abîme? C'est parce que ça vous donne envie de relire le livre d'une autre façon. Et je savais que là, j'allais pas faire une mise en abîme, parce que ça aurait été floquien et déplacé, en fait. Et j'ai voulu une machination. C'est-à-dire que quand vous le relisez, parce que moi je me méfie terriblement de la linéarité, c'est-à-dire que si c'est trop linéaire, moi je m'endors au milieu. J'ai besoin de constructions plus formelles, que je retrouvais, je m'entendais très bien sûr, avec René, de ce point de vue-là. Parce qu'on a ce point de vue commun, tous les deux, c'est qu'on a beaucoup travaillé avec René. On est des illustrateurs, ceux qui ont le plus travaillé avec René, et pas simplement en faisant une affiche, mais dans les films eux-mêmes. Et donc, je ne sais plus ce que je racontais. Final cut, pas de linéarité. Où suis-je? Qui êtes-vous? Vous avez en face de vous Enki Bilal. Alors, puisqu'on a parlé de triangle amoureux ou de couple amoureux ou amical. De Jacobs, on va passer à Shakespeare. Ben oui, sans problème, parce qu'il faut quand même se confronter à Shakespeare. Et
Ce livre, Shakespeare Bilal, une rencontre aux éditions Marie Barbier, donne l'impression que vous vouliez revenir sur cet album de Julien Jérôme, publié il y a une douzaine d'années, pour bien expliquer pourquoi vous aviez osé vous confronter à Shakespeare et comment vous aviez procédé. C'était nécessaire de le faire, à votre avis ? Il y avait une malentendu, ambiguïté à l'époque ? Alors, peut-être, mais ça ne m'occupait pas du tout l'esprit. Hein. C'est un livre d'éditrice, ouais. Hein, Marie Barbier, qui fait une collection où des artistes se confrontent comme ça aux grands mythes littéraires. Et c'est elle qui est venue me voir en me disant, voilà, Julia et Rome, c'est Roméo et Juliette, pourquoi, comment, j'aimerais savoir, j'aimerais que tu m'expliques la genèse, et voici ce que j'ai publié déjà, regarde si ça t'intéresse. Évidemment que ça m'a intéressé. Ça m'a intéressé, pourquoi ? Parce que finalement, c'est extrêmement accidentel. Ce livre, pour moi, est totalement accidentel. Il n'était pas du tout prévu dans ma bibliographie ou dans les travaux que je faisais. Vous aviez déjà dit ça avec avec Picasso dans la... Oui, c'est autre chose, c'est l'écriture, là, c'est autre chose. C'est aussi accidentel. C'est accidentel, mais j'adore les accidents. Ben voilà. Je trouve que l'art et la création, s'il n'y a pas les accidents, je trouve que c'est ennuyeux, et monotone, et surtout pas profond. Bon, alors, ce qui s'est passé, c'est que il faut expliquer aussi pourquoi j'ai fait cette adaptation. C'est une revisitation. Alors, je ne sais pas si on dit revisitation, revisite, il faut leur trouver le terme. Mais pourquoi j'ai fait ça ? C'était pas du tout... Alors, j'adore Shakespeare, j'aime bien Shakespeare. J'ai été frappé par des expériences personnelles, notamment sur un ballet. J'ai travaillé avec Angelin Près-de-Jocage sur Roméo et Juliette, précisément. En 90 90, et ensuite en 97, 98, avec le même spectacle, mais repris par sa propre compagnie. Et c'était deux expériences absolument magnifiques, sur le plan créatif, artistique, humain. Et donc, Shakespeare était un auteur qui comptait pour moi. Comment j'en suis arrivé à l'exploiter littéralement dans Julia et Rome, livre qui est sorti en 2010 ou 11, 2011. Parce que tout simplement, j'étais dans une trilogie dont la thématique était le coup de sang de la planète. Alors, c'est une fable, hein. C'est pas de la science-fiction, c'est une fable. La planète se révolte comme un animal se révolterait, parce qu'il y a trop de parasites dans ses poils. Il y a quelque chose qui le gratte, qui ne va pas, quelque chose qui ne va pas du tout. Et il commence à se secouer complètement, il se débarrasse de tout pour se redonner une nouvelle chance. Donc la planète se redonne une nouvelle chance, et elle se débarrasse d'une grande partie de l'humanité. Je ne montre pas ces moments-là. Animals, le premier livre, commence sur une terre gelée où des survivants, un peu comme dans un western, tentent de trouver un Eldorado. Et ces survivants sont mis à l'épreuve par la mémoire. Voilà, c'est que la planète dit, qu'est-ce que je peux garder ? Est-ce que ces hommes méritent une chance, méritent de rester sur moi ? Donc la mémoire, l'histoire se déroule, elle est complète, elle est autonome. Dans le deuxième volet, je reprends un certain nombre de personnages que je mets à l'épreuve dans une autre situation, dans un désert, d'où le ocre des albums, sur papier teinté. C'est un style aussi, on ne va pas forcément parler technique, mais c'est un style très particulier, qui n'est pas du tout de peinture. Et simplement, les personnages qui vont vivre l'histoire, que le lecteur va découvrir, sont parfaitement inconscients, qu'ils sont en train eux-mêmes d'entrer dans la tragédie de Roméo et Juliette. C'est-à-dire que la planète, la mise à l'épreuve de la planète, c'est « je vous mets en situation de vivre Roméo et Juliette ». Alors, ou vous vous en rendrez compte, et alors vous arrêtez la mécanique, vous essayez de vous en sortir, ou vous n'y arrivez pas, et alors on va à la fin, la catastrophe, tout le monde connaît la fin dramatique de cette histoire d'amour mythique. Donc, il y en a un qui s'en rend compte, voilà, qui est le narrateur. Sinon il n'y aurait pas eu d'album. C'est parce que l'idée m'est venue simplement en me disant, face à ce désert, qu'est-ce que je vais raconter, et quelle sera la mise à l'épreuve. Et j'ai considéré quelque part finalement, sur un coup de tête, que l'épreuve la plus belle en littérature, c'est peut-être précisément une histoire d'amour qui est tragique, qui est connue de tous, mais qu'on peut peut-être arrêter. Voilà, retourner. Voilà. Et c'est comme ça que finalement je deviens moi-même le premier auteur-lecteur d'une mécanique infernale qui est celle de Shakespeare. Alors c'est passionnant de se plonger dans la mécanique de Shakespeare. L'histoire, tout le monde la connaît, et de savoir comment, à quel moment et qui va se rendre compte qu'on va à la catastrophe. Voilà. Et avec l'idée aussi, le plaisir de
d'amener, forcément, l'idée, c'était d'amener à un moment donné la langue de Shakespeare dans la bouche des personnages. Avec aussi ce côté où vous enlevez beaucoup, on ne va pas parler technique, mais quand même, il y a une technique, une façon de montrer tout ça, avec le monochrome que vous utilisez tout au long du livre, et qu'on retrouve là, enfin, qui est vraiment très très présent. C'est-à-dire il y a aussi ce monochrome apporte de la noirceur, et donne cette dimension très dure, finalement, au récit. C'est très dur, mais en même temps, c'est tout le contraire de Shakespeare. Shakespeare, c'est exubérant, c'est riche. Oui. C'est fleuri, c'est violent, c'est pervers, c'est obscène, c'est d'une grande violence, hein, Shakespeare. Moi, effectivement, je me suis... en fait, je me raccrochais quelque part au squelette de l'histoire. Mais c'est comme si vous aussi, vous aviez retiré beaucoup de choses, en fait, de votre dessin, au fil des années, pour arriver à ça, et arriver uniquement au couple, finalement, à ces deux personnages. Et on le voit dans le livre, c'est vraiment... Le livre s'appelle Shakespeare Bilal, une rencontre, mais c'est aussi les deux personnages. La rencontre, elle est aussi là-dedans. Bien sûr. Ce ne sont que des instants. Bien sûr, et cette rencontre n'est possible que dans ce désert. Il y a ce côté très épuré, volontairement, parce que précisément, il y a la notion de remise à plat. La planète nous met à l'épreuve. La seule chose qui peut sauver l'humain, c'est peut-être sa mémoire, c'est sa mémoire de la culture. En fait, c'est une série qui est profondément... qui est en fait une déclaration d'amour à la culture, à la littérature, à l'écriture, au verbe. Et quelque part, le dessin se met un peu en retrait. Un petit peu comme Fahrenheit. Alors Fahrenheit, c'est une mécanique qui est... c'est une exploitation d'un thème. On dit vraiment, le livre, il faut le sauver, il est en danger, etc. Là, il faut le sauver, il est en danger, mais ce n'est pas le sujet. Alors que dans Fahrenheit 451, c'est le sujet même. Bon. Là, on est dans une interprétation très libre. Je pense que d'ailleurs, c'est intéressant, c'est ce que je disais à Marie Barbier, l'éditrice, je disais, mais je suis très content finalement de faire, ça répond un peu à votre question, de faire ce livre, parce que je vais peut-être expliquer. J'ai l'impression que ce livre n'a pas été compris, en fait. Il n'a pas été compris, parce que... vous avez l'impression qu'on trouvait que vous étiez... À l'époque de sa sortie, vous voulez dire. Que c'était prétend... Parce que vous employez le terme de squelette, justement. C'est ce qu'on voit très bien, ce que vous expliquez très bien, c'est que vous avez gardé le squelette de Shakespeare, vous avez enlevé la chair, et vous avez rajouté la chair qui est la vôtre, d'une certaine manière. Et ça peut paraître quelque chose d'assez ambitieux, voire prétentieux. C'est aussi pour ça, peut-être, que vous avez voulu revenir là-dessus. Après, moi, je pense que c'est pas du tout prétentieux, c'est au contraire. Ça peut être interprété. Mais ça l'était, certains l'ont cru, parce que quand je mettais des citations, j'ai eu des réflexions du genre, Bilal nous montrait sa culture, il étale sa culture par des citations. C'est absurde, parce que c'est tout le contraire. En fait, c'est une mise à l'épreuve dans... Et dans un image, c'était encore plus marqué, puisqu'il y avait énormément de citations. Les personnages parlaient par citation entière. On citait Nietzsche, Kafka, enfin bon, bref. Alors, quand c'est lu au premier degré, ou avec flemme, ou avec des a priori, on se dit, ah bah c'est... Facile. Ouais. Voilà. Non, c'était au contraire. C'était un pur plaisir d'auteur. Voilà, peut-être aussi parce que moi, je suis arrivé en France, j'avais 10 ans, donc j'ai découvert la langue française à ce moment-là. Et je suis vraiment tombé amoureux de cette langue. Et ça va aussi. C'était quoi les premiers auteurs? C'était Baudelaire, c'est ça, vos auteurs les premiers. Non, Jules Verne, bien sûr. Non, Pilote, Tintin, quand même, ça, évidemment, j'ai découvert ça, hein, évidemment. mais tout ce que vous aimez. Ça m'a pas. Bah oui, Jules Verne, c'est formidable. H.G. Wells, etc. Mais en tout cas, c'est donc cette langue qui me plaît. En fin de compte, je crois que j'ai pris davantage de plaisir dans Jules et Rome, par exemple, à écrire qu'à dessiner. Oui. Voilà. Je pense que tout est dit, là. Donc, à la fois écrire, pourquoi? Pour rendre hommage à travers Shakespeare, finalement, à l'expression de l'écriture. Donc, c'est un livre sur lequel l'écriture est très rythmée, où tout est extrêmement pesé, enfin, c'est vraiment très précis, avec notamment, je disais tout à l'heure, le glissement de la langue de Shakespeare qui arrive dans la bouche des personnages. Vous imaginez, vous êtes en train, avec votre copain, Roméo et Mercutio, vous parlez, vous discutez, puis d'un coup, vous sortez une phrase que vous ne connaissiez pas. Qui est une phrase de Shakespeare. Et c'est une phrase de Shakespeare. L'autre, il ne comprend pas, mais qu'est-ce que tu racontes? Et puis, bon, donc il y a une... une mise en abîme, vous parliez tout à l'heure. Donc c'est d'abord un grand plaisir d'auteur. Et j'ai eu quand j'ai eu l'occasion de faire ce livre, c'était précisément ça l'idée, c'était de rendre hommage au plaisir que j'ai éprouvé. C'est un peu... On a aussi un peu l'impression que ce que vous faites, c'est... Vous posez la question de qu'est-ce qui reste après une catastrophe, après une guerre, et ce qui reste finalement, ce sont des souvenirs de littérature. C'est un peu ça, de littérature, de culture. Oui.
comme, je ne m'attarde pas là-dessus, mais dans le premier volume Animals, on se rend bien compte que les architectures, les œuvres d'art, tout ça, ça a un peu disparu. Donc il ne reste que ces groupes de cavaliers, donc le côté western, on va toujours vers un point en espérant pouvoir s'y installer, de trouver un peu de survie possible. Donc ce sont des personnages qui sont confrontés au vide de la glace, de l'eau, des animaux qui ne sont pas si hostiles que ça, parce que les animaux sont beaucoup moins cons que nous. Vous avez déjà vu des animaux tués pour le plaisir? Ben non, j'en connais pas. En général, ils tuent pour se nourrir ou pour se défendre leur territoire, leurs petits, etc. Mais c'est pas dans les jours qui ont précédé qu'on va se dire que l'homme ne tue pas pour le plaisir ou par folie. Donc on était dans cette notion de solitude, de désert, littéralement, y compris de désert de l'âme et de désert culturel. Alors qu'est-ce qui peut rester quand on n'a pas de quoi peindre, dessiner, etc. Il reste les mots. Et la mémoire. Et la mémoire. Et la mémoire. Et la mémoire, qu'est-ce qu'elle peut restituer du passé? Et en fait, la planète, elle est là, c'est pas dit, c'est induit. Ceux qui ont lu attentivement ont compris ça, j'espère. C'est que la planète, elle met à l'épreuve, en se disant, voilà, qui peut s'en sortir? Il y a un peu la même chose que disait Floch, c'est-à-dire on est aussi dans cette idée que les choses s'effacent, qu'est-ce qui reste? Oui. Qu'est-ce qui reste et quand on est auteur, qu'est-ce qu'on en fait finalement? Mais chacun à sa manière. Je veux dire, Floch remet en place son Jacobs, son Jacobs à lui. Enfin, il trie. Et donc, j'ai pas vu l'album, mais c'est la même idée, un squelette dont vous enlevez une chair et vous rajoutez une chair. Oui, j'y ai pas pensé comme ça, bien sûr, mais ça y ressemble en effet. Ça revient exactement à ça, oui. Vous auriez pu quand même aborder de près ou de loin quelque chose qui relève soit de la science-fiction, même par allusion dans cet album. Parce que géopolitique, vous dites, je m'en suis pas intéressé, mais c'est quand même un album qui a un cadre géopolitique, l'art de la guerre, puisqu'on se passe. Oui, mais c'est un cadre géopolitique. Avec des Russes et des Soviétiques et des Américains qui sont impliqués. En effet. Mais on dira que puisque je l'ai connu, ça, que c'était une géopolitique qui n'était pas désagréable presque. Quand Khrouchtchev prenait sa chaussure à l'Assemblée de l'ONU et qui tapait sur le desk avec sa chaussure et tout ça, c'était bon enfant pratiquement en comparaison de ce qui se passe aujourd'hui. Donc et la fin, bien sûr, cette partie-là, elle est plus du ressort de Fromental et Bocquet, parce que moi, je n'aurais pas eu d'avion à dessiner, ça m'aurait bien arrangé aussi, vous voyez. Donc c'est pas... non, moi je suis un peu, pour tout vous dire, je ne sais pas faire ça. D'ailleurs, quand on a commencé, toi avant moi, mais quand j'ai commencé, l'idée de faire... il y avait deux métiers qui étaient vraiment amusants, qui n'étaient pas sérieux, mais qu'on pouvait faire sérieusement. C'était auteur de science-fiction, de romans de science-fiction, et auteur de bande dessinée. Alors moi, il y avait que la bande dessinée possible, parce que je comprends déjà pas le monde d'aujourd'hui, mon monde. Donc le truc m'échappe, à part quelques-uns que j'ai bien aimés. Mais vous n'êtes pas allergique à la science-fiction pour autant? En tant que lecteur? Un petit peu. La science-fiction, c'est... Par exemple les albums de Jacques... Non, tu es allergique au futur. Totalement. Voilà, moi, je suis du XXe siècle jusqu'au bout, j'ai même pas de portable, pour vous dire. Et je ne sais pas me servir de tout ça. Et oui, j'ai peur, moi, de la science-fiction. Je ne suis pas incapable de vivre 2001, l'Odyssée de l'espace. Moi, j'ai besoin de ma bibliothèque et de mes bons fauteuils anglais. Oui, mais ce que fait Enkidu Bilal... Ils sont bons, les fauteuils dans 2001 aussi, ils sont confortables. Ils sont bien, c'était de Paulin, d'ailleurs, c'était un Français qui les avait fait. On peut s'allonger, se congeler, s'auto-hiberner, c'est pas mal non plus. Va pour 2001, mais va pas pour Alien. Attends que Musk nous lance un vaisseau pour Mars, on saura, voilà. Justement, Bug, votre trilogie Bug, annonce d'une certaine manière ce que fait Musk aujourd'hui. Comme beaucoup de vos albums, tout en décrivant ce qu'il vous semble être une réalité, ont d'une certaine manière annoncé, partie de chasse, ou parler de la fin du bloc de l'Est. Ce n'est pas de la science-fiction, c'était de la prémonition, de la prospective. Mais qui s'appuyait sur un constat, finalement. C'était pas de l'imagination pure et dure.
Moi, il faut que ce soit relié à ce que nous sommes. Il faut que ça ait un rapport avec le passé. Donc là, Rejoignez ça Floch. fait plaisir. Et au présent, parce que le présent est un peu en grammaire, je ne sais pas comment ça pourrait s'appeler, l'élément de conjugaison qui va permettre de produire le futur. C'est-à-dire passé plus présent égale futur, ou projection vers le futur. Performatif, quoi. J'étais très mauvais en maths. Ces trois éléments temporels, qui sont ceux que l'on connaît, enfin, on en connaît deux au moins déjà, celui de notre passé et puis celui qu'on vit, produisent l'idée de ce que pourrait être un futur. Alors de plus en plus, évidemment, comme au début... Jacobs, d'ailleurs, qui a fait souvent des paris sur le futur. Et c'est ce qui m'embête un petit peu d'ailleurs dans ce qui a suivi Jacobs, c'est que c'est une science-fiction qui est un peu grotesque dans le sens où on sait déjà ce qui se passe, alors que Jacobs lui prenait le risque de se tromper comme toi avec le parti de chasse, tu vois. Bien sûr. Et donc l'idée, c'est que l'imaginaire à très long terme, ça m'a amusé à un moment donné, mais je pense que le plus intéressant, c'est de se poser la question de l'avenir proche. Voilà. Et Bug, par exemple, dans Bug, il y a très peu de vision du futur, quasiment pas. Ça pourrait être tout à fait notre monde. Et d'autant plus que on sait tous ce qu'est un bug. On a tous eu un problème avec son téléphone portable ou avec son ordinateur, et on sait à quel point c'est frustrant, ça peut énerver. Toi pas, sauf Floch, parce que vous n'avez pas d'ordinateur non plus. Bug avec les livres. Voilà. C'est une bonne réponse, on va dire. Mais c'est vraiment, si, il y a des bugs qui peuvent aussi l'incompétence, l'incapacité, etc., mais c'est autre chose. Et en tout cas, donc on n'est pas dans de la science-fiction, enfin j'ai l'impression qu'on est dans une réalité. Simplement, l'idée c'était de se dire, et là c'est pas Shakespeare, mais c'était si tout d'un coup tout ce matériel dont on dépend de plus en plus, qui prolonge non seulement notre main, mais qui commence à prolonger notre cerveau, parce que tout ça est en marche. En plus on a l'intelligence artificielle, ça doit te poser des problèmes, mais t'imagines ce qui va arriver là? T'oses pas imaginer. Et c'est vraiment ça. Donc on est tous... Je ne sais même pas ce que ça veut dire. On est tous confrontés à ça. Et imaginons que tout ça, ça disparaisse. Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qui reste? C'est le point de départ, c'est tout. Et un seul être humain se retrouve par tout à fait hasard, pas tout à fait quand même, mais posséder tout ce qui a disparu chez tous les autres. C'est-à-dire qu'il devient le disque dur de l'humanité entière, et il a la mémoire, il a la connaissance de tout, il connaît tout de ta vie, de ton arbre généalogique, tout. Et voilà, donc c'est un peu le questionnement, mais enfin ça nous a éloigné de Jacobs. Non, pas de Jacobs. Jacobs, ça aurait pu peut-être Jacobs aurait pu imaginer parler d'électricité qui disparaît, il aurait pu parfaitement... Oui, mais dans le piège diabolique, il y va. Par exemple, vous vous souvenez, il écrit des choses sur les murs d'un métro qui s'est écroulé, mais un métro futuriste, et on voit très bien que c'est une langue appauvrie qui n'a plus de... Oui, ce qui rejoint ce que dit N.P. Bilal. Exactement. Comment est-ce que vous restez aussi sensible au présent, à ce qui est actuel? Est-ce que vous continuez à absorber beaucoup de choses de ce qui se passe dans le monde? Est-ce que vous avez... C'est parce que vous êtes né à Belgrade, vous êtes immédiatement immergé dans une... Mais je pense que c'est vrai, c'est le fait d'être né, et Floch l'a dit un peu avant, le fait d'être né dans un endroit qui est chargé, historiquement, ça on ne choisit pas son lieu de naissance, mais qui est chargé, inconsciemment, on prend conscience par la respiration, par l'air, par ce qu'on voit, ce qu'on entend, par la tension sociale qu'on peut ressentir. C'est des choses qui sont des marqueurs, on ne s'en rend pas forcément compte, mais après, ça devient alors, je dis, c'est presque une drogue, finalement. Moi, bizarrement, on peut croire que je ne m'intéresse pas au présent ni au passé, tellement je suis, entre guillemets, projeté dans un futur, mais... Je pense que j'ai besoin du réel d'aujourd'hui. Il m'ennuie très souvent. J'aime bien profiter au maximum de la vie, etc. Mais je suis malheureusement, je continue à être une espèce d'éponge. Et en ce moment, depuis très longtemps d'ailleurs, l'éponge de ce monde est très, très complexe pour nous tous. Là, on est tous face au même problème. Et moi, simplement, peut-être que j'arrive en m'auto-pressant, à faire s'écouler un peu des idées. C'est une forme de résistance que de balancer des visions d'un futur proche. Bien sûr. Vous, Floch, ou aller plus loin pour ne pas être... Pas pour échapper, non, je pense. Mais en même temps, tu as raison, parce que ça produit le plaisir d'imaginer un futur proche, même s'il est
pas plus dur que ce qui, que ce qui nous arrive maintenant. En fait, c'est presque... Ou alors une correspondance pour que ça soit plus poétique. Voilà, mais exact, la poésie, bon, les mots, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, mais peut-être qu'effectivement, maintenant, depuis quelque temps, j'ai l'impression que ce que je vais proposer sera presque plus doux que ce que l'on vit actuellement. Voilà. Que ce qui est vécu. Et vous avez trouvé la solution, Floch, c'est de vous retirer, de refuser d'être une éponge, justement, de vous extraire un petit peu de ce chaos qui est presque pire que celui que décrit Enki dans ses avec des livres que je dirais être tendres, oui. C'est-à-dire la femme de ma vie, une chaîne de vie. Une chaîne de vie. Voilà, de l'autofiction, mais je prends, quand on est vieux, j'ai 70 ans, il y a la place, on a des choses à raconter. Il y avait d'ailleurs, dans ceci, en exergue... Donc dans La Belle Vie, j'avais mis un mot merveilleux de André Mauroy, âgé à ce moment-là de 76 ans, je garde le vague espoir que je sais déraisonnable d'écrire encore, avant le silence éternel, le livre merveilleux et tendre dont je rêve depuis l'enfance. Voilà, pour moi, il s'agit de ça. Vous en avez fait plusieurs et vous continuez à en faire. Ouais, en tout cas, j'espère que la femme de ma vie, c'est le bon. J'ai intérêt, sinon je ne rentre pas à la maison ce soir. Est-ce que vous avez l'impression tous les deux d'être à part dans le monde, dans le 9e art, si on peut dire, d'avoir à la fois une carrière, un destin et même aujourd'hui une identité qui vous éloigne un petit peu de ce qui est supposé être une grande famille, c'est comme le cinéma. Peut-être parce que justement vous avez fait du cinéma, Enki Bilal aussi. Moi, de la famille, j'ai gardé et je garde toujours des amis très proches, des gens que j'aime pour ce qu'ils sont d'abord, pour les artistes qu'ils sont devenus. Effectivement, c'est une grande famille plutôt saine par rapport à d'autres milieux, mais je m'en suis éloigné simplement aussi parce que mes expériences dans d'autres domaines, de cinéma, de spectacle vivant, peinture, tout ça, ça m'a éloigné aussi intellectuellement d'un monde que je commençais à trouver un peu formaté, un peu fermé sur lui-même, un peu dans la nostalgie. Et la nostalgie, c'est formidable. Moi, je suis le premier à subir les effets de la nostalgie. Lorsque je vois alors, un Jacobs pur et dur, enfin pur jus d'époque, lorsque je vois un Tintin, Astérix, tout ça, ça me parle et ça me ramène une forme de bouffée de vraie nostalgie et c'est très agréable. Mais ce que je fais, moi, j'ai pas du tout envie que ça provoque de la nostalgie. Et ça en provoque parfois, parce que certains me disent à votre corps défendant, vos premiers albums, qu'est-ce qu'ils étaient extraordinaires. Alors je dis oui, ils étaient pas mal, merci. Je me dis, votre dessin, les suivants sont encore le premier album, votre dessin était au sommet. Je dis, mais non, je suis désolé, je crois pas. Et là, on sent la différence, quoi, les choses qui se... Mais c'est fait naturellement, ça s'est fait naturellement. Et puis la liberté, toujours ça. Donc j'ai recherché la liberté. Et la liberté, c'est quelque chose qui n'est pas très bien perçu dans le monde de la bande dessinée. Vous êtes d'accord, Floch ? Oui, mais moi, très tôt aussi, j'ai fait des livres à côté qui parlaient d'autre chose, qui parlaient de ce que j'aimais en littérature, dans le cinéma, ou des livres un peu plus complexes. Il y en avait un par exemple, qui s'appelait High Life, et qui était sur tous les gens qui avaient abusé de drogue, de Elvis Presley à Judy Garland et d'autres, vous voyez, qui étaient assez loin, en fait, de la bande dessinée. Mais on avait besoin, et l'époque le permettait formidablement. Il y a une époque qui a tout permis. Il y a ça aussi, pardon. Il y a le fait que... alors, je ne suis pas du tout dans le genre, c'était mieux avant, c'est pas ça, mais la bande dessinée a vraiment connu une période d'émulation, d'audace, vraiment graphique, intellectuelle, d'écriture à tous les niveaux. La bande dessinée franco-belge a été à un moment donné, mais on l'a retrouvée immédiatement à Hollywood, au Japon, partout dans le monde. C'était une référence pour les autres artistes. Et ça, c'est quelque chose qui s'est perdu parce que les choses ont évolué autrement. Le graphisme, il y a des tas de raisons, y compris économiques, qui ont fait que c'était un métier difficile à pratiquer. Voilà, pour vivre correctement, tout simplement. Mais il y a eu cette période, ces charges qui étaient absolument énormes, d'émulation, où tous les styles étaient... Quand tu es arrivé, ton style a fait un... vous avez tout cassé. Vous avez tout cassé en renouant avec la ligne claire de cette manière. Tu avais Druillet qui arrivait, qui faisait tout exploser. Il y avait Floch qui arrivait dans un autre domaine. Mais ce qui est drôle, c'est drôle que tu évoques Druillet, parce que Druillet, on peut dire qu'il est à l'opposé de moi. Et je me souviens très bien du jour où il m'a appelé, parce qu'il avait lu Blitz, et il avait été sidéré par la mise en abîme finale, et il m'avait dit « Oh, tu m'as eu !»
probablement et tout. Donc en effet, c'était une époque où même des gens aussi opposés en style et en choix d'histoire, on pouvait en effet s'entendre merveilleusement. Ce que je trouve assez remarquable, c'est qu'à l'époque, effectivement, vous avez cité High Life. C'est la même époque, je crois, où Enki, il y a un livre qui s'appelle L'état des stocks qui sort. Et dans mon souvenir, ces deux livres-là, pour moi, jeune lecteur, ouvraient des pistes. C'est-à-dire que d'un coup, avec High Life, je découvrais des vies d'artistes que je ne connaissais pas. Et donc, je pouvais aller chercher. Et dans L'état des stocks, je découvrais aussi un monde. Je me souviens très bien, ça parlait du mur de Berlin, de choses comme ça. Donc je pouvais aller chercher ailleurs, dans une autre partie de l'Europe que je ne connaissais pas, peut-être pas forcément. Et que ces deux choses-là conjuguées ouvrait énormément de perspectives. Et je trouve qu'aujourd'hui encore, entre l'art de la guerre ou cette idée de rencontre avec Shakespeare ou ce que vous racontez sur Bug, on est toujours dans ces mêmes perspectives qui permettent à des jeunes lecteurs, mais aussi à des plus âgés aujourd'hui, d'aller chercher ailleurs. Ouais, du renouvellement aussi. De renouvellement, et aussi même dans l'art lui-même, c'est-à-dire dans le minimalisme vers lequel vous tendez un peu tous les deux. Pour moi, l'art n'existe que s'il est crypté. C'est-à-dire que si il y a un mystère dans le livre High Life, justement, vous aviez eu à ce moment-là des embryons d'histoire. C'était à vous d'aller chercher qui était Kerouac, qui était tout ça. Et c'est ça qui est intéressant. Quand un livre est fermé, trop linéaire d'une certaine façon, il n'y a pas il faut absolument qu'il y ait cette chose sous-jacente. Le soubassement. Oui, absolument. De la même manière, pour rejoindre et la question et la remarque et ce que dit Floch, il y a cette obsession d'une forme de renouvellement. Alors, le renouvellement n'est pas forcément visible, mais il est réel. S'il n'est pas réel, il n'existe pas, et donc on s'arrête. Moi, j'ai senti ça réellement à un moment où, techniquement, j'en avais marre d'utiliser toujours les mêmes outils, la règle, tracer des cases, tout ça. Ça commençait, je trouvais ça fastidieux. C'est sur un sujet dur, en plus, le sommet du monstre, où moi, je parlais de l'éclatement de la Yougoslavie, etc. Et j'avais besoin d'urgence pour ça. Donc, j'aurais arrêté la bande dessinée si je n'avais pas trouvé une méthode de travail qui a tout révolutionné dans ma façon de travailler, case par case. Terminer les planches complètes, les cases par case. Oui. Et ça a grincé dans le milieu de... On voit ici. Ce qu'on voit ici, c'est ça. Quand on feuillette cet album, on se dit, mais c'est des dessins, c'est quoi? Alors évidemment, il y a des entretiens, il y a des commentaires, enfin, il y a une mise quand même en perspective, en abîme même. Mais en tout cas, c'est une façon... Alors le cinéma, le fait d'avoir fait deux films, ou d'avoir fait du cinéma avant, m'a amené peut-être aussi à ça. Mais ça m'a... Je me suis retrouvé quasiment à être debout pour dessiner. Oui. Parce que le geste avant, c'était le geste du poignet qui était appuyé sur la table, c'était un truc très très précis, etc. La règle, etc. Les phylactères, c'est chiant les phylactères. Quand on peint, il faut les contourner. Et là, il n'y a plus de phylactères, le coup de pinceau, il part, c'est l'avant-bras qui travaille, enfin c'est un truc tout con, technique, mais ça a changé des choses. Oui, ça ressemble à un art martial. Oui, aussi. Ouais. Oui. Mais c'est vrai. Et donc ça a fait que j'ai continué, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai trouvé une énergie dans le sommet du mont. Ensuite, j'ai continué à fonctionner comme ça. Mais donc il faut chercher. Lui aussi, il ne remet pas forcément en question son graphisme, mais il a une exigence qui fait que il dure au bon sens du terme. C'est-à-dire, il sait où il doit mettre les pieds, où il a envie de les mettre et où il met son énergie. Et Floch, vous avez changé quelque chose, vous aussi, dans votre technique de travail depuis... La première d'origine, c'est d'être passé de la plume au pinceau. Oui. D'ailleurs, vous savez, la première chose que j'ai demandé avant de commencer, c'est envoyez-moi quelques pages de facsimilés d'originaux de Jacobs. Et curieusement, j'ai été un peu déçu parce que c'était pas grand et c'était tout à la plume. C'était plein de détails, et même pour des choses comme la marque jaune que moi j'imaginais en grand, parce que moi je fais des originaux très très grands. J'ai besoin d'art martial justement, et le pinceau confine à l'art martial, parce que le pinceau, il peut s'écraser, vous voyez. Et puis il apporte de la sensualité. Et il apporte beaucoup de sensualité. Et c'est obligatoirement l'esprit qui va contrôler. Il faut se transformer en derviche tourneur, sinon ça n'a aucun intérêt. Oui, j'imagine bien. Attention. Il y a aussi dans ce que j'entends, ce que vous dites, il y a aussi
la curiosité permanente. C'est-à-dire, il y a d'un côté la curiosité du lecteur, évidemment, qui attend toujours la nouveauté, mais on a l'impression que chez vous deux, ce qui unit aussi cette curiosité qui ne doit jamais être tarie, d'être tout le temps en recherche. Oui, je pense que c'est parce que moi, je suis comme le monde m'intéresse, même s'il me consterne très souvent, il me stimule, quoi. C'est un stimulant. Moi, la presse, j'ai toujours dit, a toujours été mon réflexe du matin, c'est quand même la presse. Alors, je me suis trouvé très désemparé quand même il y a quelques années, lorsque c'était un jeune Turc qui tenait c'était même pas un kiosque, c'était une petite échoppe, une petite boutique. J'étais son premier client tous les matins. Et un jour, il me dit je crois que nous n'allons plus beaucoup nous voir. Bien, je dis qu'est-ce qui se passe? Il dit nous allons vendre, mon père et moi, on n'a pas trouvé de repreneur et ça va devenir une rôtisserie. Voilà. Et son échoppe est devenue rôtisserie en un mois. Et moi, je me suis retrouvé à ne plus pouvoir trouver mes journaux nulle part. Alors, parce que les kiosques ouvraient plus tard que je me levais moi. C'est devenu les magrets de canard. Donc. Mais Joseph, quand vous dites être un peu expérimental, moi, forcément, on a l'impression que c'est très classique ce que je fais, mais moi, je ne suis qu'expérimental. Oui. Quand je fais ça, par exemple, je me demande si je fais, par exemple, comment ça s'appelle pas underground, mais Blitz, par exemple. Blitz, pour moi, c'est qu'il y a révélation de soi dans l'adversité. J'ai toujours un concept, sinon je ne fais pas la chose. Et quand j'ai fait ça, je me suis dit, c'est pour en finir avec la Grande-Bretagne. Et à peine avais-je terminé, en plus, à ce moment-là, un éditeur que tu connais bien, Christian Collin, me demande de faire, qui fait des éditions dans des boîtes, me demande de faire quelque chose. Tout de suite, je dis, mais oui, je fais... Ça ne s'arrêtera jamais. Et exactement, ça ne s'arrête jamais. Et je fais 34 images que j'avais déjà un peu faites de mon Angleterre, de personnes qui décrivent exactement l'Angleterre que j'ai adorée et qui n'existe plus. Et le coffret, il est noir, et j'ai fait une étiquette, et ça s'appelle RIP Britannia. Et moi qui ai adoré la Grande-Bretagne à un point que vous savez, qui n'était pas anglophile, mais anglolâtre, eh bien, avant de mourir, moi, j'enterre ma Grande-Bretagne. Et quand on vieillit comme ça, on se fout pas mal de la postérité, mais on a besoin de ranger les choses, mettre au propre. Et là, pour moi, c'était formidable et indispensable. Et donc, on se remet à bosser. Eh ben, tant ça mieux. n'en finira jamais. Tant mieux, cher Floch. L'art de la guerre, une aventure de Blake et Mortimer aux éditions Blake et Mortimer qui sort cette semaine. Merci beaucoup, Floch, Enki Bilal, Shakespeare Bilal. Une rencontre aux éditions Marie Barbier. C'en est terminé avec ce Club Le Figaro Culture spécial bande dessinée art graphique. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de cinéma, puisqu'on a d'autres grands maîtres qui sortent des films, que ce soit Miyazaki, Ken Loach ou bien sûr Scorsese. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine.